Pendant des siècles, la cour de France a été le théâtre un pouvoir parallèle aussi secret que redouté, celui des maîtresses royales. Loin des clichés romantiques, ces femmes ne se résumaient ni à leur beauté, ni à leur charme. Elles incarnaient une force politique réelle, un levier d'influence soigneusement utilisé par les rois et redouté par les ministres. Lorsque l'on pénètre dans les couloirs du Louvre, des Tuileries ou de Versailles, on découvre une réalité qui dépasse de loin l'imagination. La France fut, de François Ier jusqu'à Louis XV, gouvernée autant depuis les cabinets ministériels que depuis les alcôves royales. Et tout commence réellement avec François Ier, l'un des souverains les plus flamboyants de la Renaissance. Comme l'attestent les chroniques de Brantôme, il ne cachait pas ses relations et les transformait en une véritable institution. Sa maîtresse, la plus influente, Anne de Pisseleu-D'Hailly, duchesse d'Étampes, n'était pas seulement une favorite. Elle dirigeait des factions, influençait les choix diplomatiques et contrôlait les accès au roi. Des documents du Parlement de Paris démontrent qu'elle a pesé dans la rivalité entre François Ier et Charles Quint, orientant la politique générale vers un rapprochement avec les protestants allemands, un choix lourd de conséquences pour l'Europe entière. Après lui vient Henri II, et avec lui une histoire devenue légendaire. Diane de Poitiers, la maîtresse la plus durable et la plus puissante de l'histoire de France. 20 ans plus âgée que le roi, elle n'est pas un caprice, c'est une partenaire politique. Les archives retrouvées à Chenonceau prouvent qu'elle signait des actes royaux, gérait les finances et recevait des ambassadeurs étrangers. Elle contrôlait la propagande royale, imposait sa devise au cœur même des emblèmes du royaume, et Henri II lui céda même le château de Chenonceau, un symbole de pouvoir absolu. Pendant plus de 20 ans, elle fut la véritable reine, au grand désespoir de Catherine de Médicis. Car c'est là une autre vérité historique. Bien souvent, les reines légitimes avaient moins de pouvoir que les maîtresses, car elles n'avaient pas l'oreille du roi dans l'intimité. Lorsque Henri II meurt en 1559, Catherine reprend tout, chasse Diane et reprend Chenonceau, un geste hautement politique. Ce qui montre à quel point les maîtresses contrôlaient à la fois l'image, les finances et la diplomatie du royaume. Avec Henri IV, ce phénomène change de dimension. Loin d'être monogame, il cumule les relations, mais l'une d'elles domine tout. Gabrielle d'Estrées. Les archives du Vatican et les correspondances diplomatiques confirment un fait stupéfiant. Henri IV voulait, elle, épouser et en faire une reine de France. C'était une révolution politique, car Gabrielle était considérée comme une menace par les élites catholiques. Elle s'impliquait dans les négociations de l'édit de Nantes et Henri IV allait jusqu'à dire « Gabrielle tient mon cœur » et par elle, la France tient sa paix. Lorsque Gabrielle meurt en 1599, dans des conditions jugées suspectes par plusieurs contemporains, l'équilibre politique du royaume bascule brutalement. La France venait de découvrir que le lit du roi pouvait décider du destin un pays tout entier. Ce pouvoir ne fera que croître au siècle suivant, jusqu'à atteindre son apogée sous Louis XIV. Mais ça, c'est la suite. Si l'histoire des maîtresses royales est fascinante, c'est sous Louis XIV, le roi Soleil, qu'elle atteint son point culminant. Jamais auparavant une monarchie européenne avait laissé autant d'influence à des femmes non mariées au roi, parfois issues d'une noblesse mineure, mais capables d'agir comme des ministres de l'ombre. Pour comprendre cette mécanique, il faut pénétrer dans le cœur de Versailles, où des centaines de courtisans tournaient autour du roi comme des planètes autour du soleil, et où 3 femmes, seulement 3, ont orienté la politique française pendant plus de 50 ans. Louise de La Vallière, Madame de Montespan et Madame de Maintenon. Louise de La Vallière, la première grande maîtresse officielle, n'a pas un rôle politique majeur. Elle est surtout un symbole, la favorite qui permet à Louis XIV d'affirmer son pouvoir contre la haute noblesse, encore turbulente après la Fronde. Elle sert à isoler le roi des grands seigneurs et à renforcer l'autorité monarchique. Mais tout change avec l'arrivée d'une femme intrépide, ambitieuse et redoutée. Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan. Les mémoires de Saint-Simon et de la duchesse d'Orléans révèlent un fait incontestable. Pendant près de 10 ans, Montespan fut la femme la plus puissante de France. Elle gérait les audiences, influençait les nominations, contrôlait les artistes et les poètes et soutenait des clans politiques entiers. Elle est directement impliquée dans le rayonnement artistique du royaume,
notamment avec Molière, Racine et Lully. Elle manipule les rivalités internes à Versailles, soutient la politique anti-espagnole et pèse dans la guerre de Hollande. Mais son pouvoir s'effondre brutalement à cause d'un scandale réel, sourcé et documenté. L'affaire des poisons, 1677-1682. Plusieurs témoignages sous serment, conservés dans les archives du Châtelet, accusent sa dame de compagnie Lavoisin d'avoir pratiqué des messes noires et des rituels illégaux. Montespan est cité dans l'enquête, ce qui suffit à briser son influence, même si Louis XIV refuse de la condamner. De cet immense scandale naît une nouvelle figure, plus discrète, mais infiniment plus efficace. Madame de Maintenon. Issue d'une petite noblesse ruinée, gouvernante des enfants royaux, elle conquiert peu à peu le cœur du roi. Mais son but N est pas L in amour, c'est est le pouvoir moral. Louis XIV l'épouse secrètement vers 1683, comme le confirment les mémoires de l'archevêque de Paris. À partir de là, Maintenon devient la reine invisible. Elle influence la politique religieuse du royaume, inspire la révocation de l'édit de Nantes, 1685, pèse sur la censure, nomme les confesseurs du roi et oriente même la politique éducative avec la création de la Maison royale de Saint-Cyr. Jamais une femme, sans titre officiel, n'avait autant dirigé la France. Le gouvernement Maintenon fut une réalité, admise par les diplomates étrangers. Son pouvoir est si profond que même les ministres comme Louvois et Colbert devaient compter avec son avis. Ainsi, sous Louis XIV, les maîtresses deviennent non plus des objets de désir, mais des actrices majeures du pouvoir monarchique. Au XVIIIe siècle, la France change, les idées des Lumières progressent. Mais une chose demeure. Les maîtresses royales dirigent encore une partie de la politique du royaume. Cette fois, c'est sous le règne de Louis XV, surnommé le bien-aimé, que le phénomène atteint une forme inattendue. La favorite officielle devient un véritable Premier ministre sans titre. Son nom, Jeanne-Antoinette Poisson, plus connue sous le nom de Madame de Pompadour. Issue de la bourgeoisie, elle est la première femme du royaume à symboliser l'ascension sociale par l'intelligence et par le lit du roi. Contrairement à un mythe répandu, son influence ne vient pas de sa beauté. Les portraits nous montrent qu'elle n'était pas exceptionnelle selon les standards de l'époque, mais de son génie politique. Les archives du ministère des Affaires étrangères prouvent qu'elle a joué un rôle majeur dans le renversement des alliances de 1756, qui amène la France à s'allier à l'Autriche de Marie-Thérèse. C'est l'un des basculements les plus importants de l'histoire diplomatique européenne. Pompadour s'occupe également de l'armée, soutenant le marquis de Soubise contre elle bavit de nombreux généraux, un choix qui sera lourd de conséquences pendant la guerre de 7 ans. Elle influence aussi la politique culturelle. Elle protège Voltaire, Diderot, Rousseau, soutient la manufacture de Sèvres et impose le style rococo dans l'Europe entière. Dans ses lettres, Louis XV la surnomme « mon seul ministre ». Après sa mort, Louis XV tombe sous l'influence d'un autre type de favorite, Madame du Barry, ancienne prostituée parisienne dont l'ascension scandaleuse choque toute l'Europe. Contrairement à Pompadour, elle ne possède pas de vision politique, mais elle joue un rôle réel dans l'adoucissement du roi et dans certaines décisions diplomatiques. Sa proximité avec le ministre Choiseul conduit même à son exil temporaire. Lorsque la Révolution française éclate, le peuple voit les favorites comme un symbole de décadence et d'injustice sociale. Des pamphlets violents accusent Pompadour et du Barry d'avoir ruiné la France par le lit. C'est bien sûr exagéré, mais cela révèle une vérité profonde. Elle, opinion publique naissante, n'a accepté plus qu'une nation soit influencée par des femmes sans rôle officiel. La chute de l'Ancien Régime est multifactorielle, mais l'image des maîtresses royales contribue à miner la légitimité de la monarchie. Ainsi se termine une histoire longue de plusieurs siècles, où les favorites furent reines sans couronne, ministres sans portefeuille, stratèges sans armée. Elles ont négocié avec des papes, manipulé des rois, dirigé des cabinets entiers et parfois décidé de la paix ou de la guerre. Leur pouvoir fut immense. Et pourtant, il resta dans l'ombre. Les maîtresses royales ont marqué la France plus que bien des monarques légitimes. Elles étaient dans la face cachée du pouvoir, celle que les archives ont longtemps tenté de dissimuler, mais qu'aujourd'hui, l'histoire nous laisse enfin voir.